Salut à tous, c'est Gaëtan et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration Podcast. Aujourd'hui, je voulais vous partager un tout petit livre que j'ai adoré. Pour l'anecdote, je cherchais un livre à offrir à Jules pour son anniversaire et dans mes recherches, je suis tombé sur L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Je connaissais un peu Giono, mais j'étais pas sûr que ce livre soit vraiment bien. Alors je me suis dit qu'avant de recommander un livre, il fallait quand même que je le lise moi-même pour me faire ma propre idée. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment un tout petit texte, mais je l'ai adoré, et c'est cette lecture que je voulais vous partager aujourd'hui. Première précision, L'homme qui plantait des arbres, c'est pas un roman, c'est une nouvelle, une vingtaine de pages, on la lit en une demi-heure, et pourtant je crois que je n'ai jamais autant surligné de passages dans un texte aussi court. On va y revenir parce que cette densité, c'est vraiment le cœur de l'épisode. Inspiration. Comme tout épisode de Book Club 154, on va déjà démarrer en parlant de l'auteur. Jean Giono, je le connaissais déjà un peu parce que j'avais lu Regain, un de ses premiers romans. Et Giono, c'est un écrivain français provençal, né en 1895 à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Et il y a passé quasiment toute sa vie. Il est fils d'un cordonnier et d'une repasseuse et il quitte l'école tôt pour travailler dans une banque. Il se forme tout seul, en autodidacte, en lisant les classiques de la littérature. Il y a un détail de sa vie qui compte énormément pour comprendre le texte d'aujourd'hui. Jean Giono a fait la Première Guerre mondiale comme simple soldat. Il a vu Verdun, il en est revenu profondément marqué, et c'est devenu un pacifiste convaincu pour le reste de sa vie. Alors forcément, on va retrouver des traces de son trauma dans ses écrits. Aujourd'hui, on le connaît surtout pour Le Hussard sur le toit, Colline, ou encore Un roi sans divertissement. Mais paradoxalement, son texte le plus lu dans le monde, traduit dans plus d'une dizaine de langues dès les années 50, c'est peut-être bien cette toute petite nouvelle dont personne ne voulait au départ, et c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Parce que oui, le contexte d'écriture de cette nouvelle est presque aussi inspirant que la nouvelle elle-même. En 1953, le magazine américain Reader's Digest lance un appel à texte sur le thème « Le personnage le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré ». Giono envoie donc un synopsis, il est présélectionné, et il écrit sa nouvelle en une seule nuit, du 24 au 25 février 1953. Le magazine adore. Et puis, quelques mois plus tard, deuxième lettre, sur un ton très différent, on le traite d'imposteur. Le magazine avait envoyé un enquêteur en Haute-Provence pour vérifier les faits, et l'enquêteur n'avait trouvé aucune trace de ce fameux personnage. Et pour cause, l'auteur l'avait inventé. Le magazine refuse alors le texte, et ce que je trouve savoureux, c'est la réaction de Giono. Il n'est pas vexé, il est surtout étonné qu'on puisse demander à un écrivain, donc par définition quelqu'un qui invente, un inventeur professionnel, quel est le personnage le plus extraordinaire qu'il ait rencontré et s'attendre à autre chose qu'un personnage sorti de son imagination. Le texte est finalement publié en 1954 par Vogue sous un titre magnifique, L'homme qui plantait l'espoir et faisait pousser le bonheur. Succès immédiat, traduction en pagaille, et Giono fait quelque chose d'assez rare. Il abandonne tous ses droits d'auteur sur ce texte pour qu'il soit reproduit et diffusé gratuitement partout dans le monde. Son objectif, il l'a écrit noir sur blanc dans une lettre, faire aimer à planter des arbres. Et quand on lui reproche que son personnage n'existe pas, il répond en disant « Si j'en juge par le résultat, le but a été atteint. L'impact a été créé. » Autrement dit, l'histoire de cette nouvelle, c'est déjà l'histoire d'un homme qui plante quelque chose sans en attendre en retour. Le texte et son auteur racontent du coup exactement la même chose. Mais parlons de l'histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'Elzéar Bouffier. Le narrateur, qui ressemble beaucoup à Jean Giono, fait une longue randonnée en 1913 dans un coin désertique de Haute-Provence. Des villages abandonnés, des sources d'eau asséchées, du vent, rien à des kilomètres. Et au milieu de ce désert, il rencontre un berger, seul, avec son chien et ses brebis. Cet homme, il s'appelle Elzéar Bouffier. C'est un nom très probablement inventé de toutes pièces, mais assez bien trouvé pour qu'énormément de lecteurs aient cru et croient encore qu'il a vraiment existé. Et là, il y a une scène qui symbolise ce personnage iconique que Giono nous présente et que moi j'ai adoré, et que je voulais vous partager. C'est que le soir, à la lumière de sa lampe, le berger vide un sac de glands sur la table qu'il a récupéré au cours de la journée et il les trie un par un. Il écarte les abîmés, les trop petits, les fendus. Il en sélectionne 100, exactement 100,
des glands parfaits. Et il va se coucher, le lendemain, il plante ses 100 glands en enfonçant une tringle de fer dans le sol. Le narrateur apprend qu'il fait ça tous les jours, depuis 3 ans. 100 000 glands plantés. Sur ces 100 000, 20 000 ont germé. Sur ces 20 000, il en restera peut-être 10 000. 10 000 chênes, là où il n'y avait rien. Et ce que j'ai profondément aimé chez ce personnage, c'est qu'il ne s'explique jamais. Il ne fait pas de grands discours, il ne cherche pas à convaincre, il ne se justifie jamais. Il est mystérieux, presque muet, et il fait ses actions dans son coin. Et la rencontre avec le narrateur ne le détourne même pas de son objectif. Il l'accueille, il partage sa soupe, mais le lendemain matin, il retourne planter. Sa mission passe avant tout, sans qu'il ait besoin d'en faire une mission déclarée, sans qu'il ait besoin qu'on le récompense ou qu'on le congratule. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai surligné pas mal de passages, et c'est là que je veux entrer dans le texte lui-même, parce que cette nouvelle fait quelques pages, et pourtant j'ai surligné, du coup, des petits passages que je souhaitais vous partager. Je vous en ai sélectionné 3, plus la fin de la nouvelle. La toute première phrase, c'est l'ouverture du texte. Giono écrit « Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. » Ça lance super bien la nouvelle et ça fait toujours sens aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde où on juge les gens en 30 secondes, sur un post, sur une première impression, sur un résultat immédiat, sur un moment de notre vie. L'auteur nous dit exactement l'inverse. Les qualités vraiment exceptionnelles ne se voient pas sur un instant. Elles se révèlent dans la durée. Ce qui rend Elzéar extraordinaire, ce n'est pas de planter 100 glands un matin, n'importe qui peut le faire. C'est de les planter tous les matins, pendant plus de 30 ans. L'exceptionnel, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Et honnêtement, je trouve que c'est une des idées les plus utiles qu'on puisse ramener dans sa propre vie. Ce que vous faites une fois vous définit beaucoup moins que ce que vous faites tous les jours. Le deuxième passage, et c'est celui-là qui m'a vraiment marqué, des années plus tard, le narrateur revient sur les lieux, découvre une forêt immense, des ruisseaux qui coulent à nouveau, puisque les arbres plantés ont eu un effet sur l'écosystème, la vie revient, et il écrit « Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. » Cette phrase, elle est très bien placée dans le récit et elle prend tout son sens quand on connaît le contexte. Parce que l'histoire commence en 1913, un an avant la Première Guerre mondiale. Les deux guerres mondiales passent en arrière-plan du récit, le narrateur part au front, l'auteur lui-même a vécu Verdun, et pendant tout ce temps, Elzéar, lui, il continue de planter, imperturbable, sans même vraiment savoir que le monde s'entretue, qu'on a inventé de nouveaux outils pour se détruire encore plus. Et donc, d'un côté, l'humanité déploie des moyens colossaux pour détruire. De l'autre, un homme seul, avec son sac de glands, construit. L'auteur, l'ancien soldat devenu pacifiste, ne pouvait pas écrire une phrase plus personnelle que celle-là. Et je trouve qu'elle nous concerne encore. On sait tous être efficace dans la critique, dans la démolition, dans le cynisme. La vraie question, c'est dans quoi est-ce qu'on est efficace pour construire ? Troisième passage, un peu plus court, qui parle d'Elzéar. Et le narrateur glisse « Il en sait beaucoup plus que tout le monde, il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est peut-être ce qui m'a le plus surpris dans le texte. En 20 pages, Giono a même le temps de parler de bonheur. Alors c'est court, mais j'aime bien ces petits passages qui montrent que l'auteur a réfléchi à la quête du bonheur et qu'à travers cette histoire, il propose sa version à lui, sa vision du bonheur. Le bonheur d'un homme qui a trouvé une œuvre à sa mesure, qui s'y consacre chaque jour et qui n'a besoin de rien d'autre, ni de reconnaissance, ni de spectateurs, ni de résultats immédiats. Elzéar ne saura jamais vraiment à quoi ressemblera sa forêt dans 100 ans. Ça l'empêche pas de planter. Le bonheur est dans le geste, pas dans la récompense. Et quand on sait que le bonheur est dans le geste et pas dans la récompense, vous pourriez vous demander si vous n'attendiez pas une récompense, si vous n'attendiez pas que quelqu'un vous dise « bravo, c'est bien », quels gestes, quelles habitudes, quelle journée type pourriez-vous mettre en place pour à la fois vous épanouir et accomplir un objectif plus grand que vous ?
Et pour terminer sur le texte, je voulais vous lire le dernier paragraphe en entier parce qu'il résume tout. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. Constance dans la grandeur d'âme, acharnement dans la générosité. On associe d'habitude l'acharnement à l'ambition, à la compétition. L'auteur, lui, l'associe à la générosité. Ça fait réfléchir, non ? Maintenant, j'aimerais prendre un peu de hauteur sur cette lecture. Ce qui me fascine avec cette nouvelle, c'est le rapport entre sa taille et ce qu'elle contient. En 20 pages, Giono parle de constance, de guerre et de paix, de développement durable avant même que la notion existe, de bonheur, d'humilité, de transmission. Le texte est aujourd'hui considéré comme un véritable manifeste de la cause écologiste, écrit en une nuit en 1953 pour un concours de magazine. Et il continue de planter des idées dans la tête de ses lecteurs, même 70 ans après qu'il ait été écrit. Exactement comme les glands d'Elzéar, un tout petit objet peut avoir une portée immense. Et ça rejoint quelque chose que je vous ai déjà dit dans l'épisode sur Le Petit Prince, et plus récemment à propos de Feuilles de Nigel de Tolkien. Ce ne sont pas forcément les grands livres qui ont le plus gros impact. Parfois, une petite histoire, très condensée, avec beaucoup de contexte autour, fait réfléchir bien plus longtemps qu'un pavé de 600 pages. Ces textes courts, on les lit en 1 heure, mais on les rumine pendant des semaines. La valeur d'une histoire ne se mesure pas à son épaisseur. Alors du coup, la question que j'ai envie de vous poser, et j'aimerais vraiment avoir vos réponses dans les commentaires ou vous pouvez nous contacter en message privé sur Instagram. De votre côté, quelle petite histoire comme ça vous a marqué ? Une nouvelle, un conte, une fable, un texte de quelques pages, ou même un article qui vous a fait réfléchir bien au-delà de sa taille. Venez nous le partager, on est très curieux de découvrir les petites pépites, et qui sait, ça fera peut-être partie de nos futurs épisodes. En tout cas, cette nouvelle, je vous conseille vivement de la lire. Déjà parce que j'adore les petits livres comme ça qui permettent de se remettre en selle, d'apprécier la lecture et d'engranger des bonnes expériences de lecture pour pouvoir se mettre en confiance si demain vous souhaitez lire des livres plus grands. Mais aussi parce que d'un point de vue écologique, épanouissement et sens de la vie, ce petit texte apporte énormément de réflexion. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Inspiration Podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un avis. C'est ce qui aide le plus le podcast à être découvert. Prenez soin de vous, plantez vos graines et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.